toutes et à tous de participer aussi nombreux à ce webinaire consacré à l'adaptation de la formation dans le contexte. On vous a proposé un petit sondage en guise d'introduction. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de prendre connaissance des résultats de ce sondage, dans lequel vous nous dites à hauteur de 17% que vous n'avez pas engagé d'adaptation de vos dispositifs et que vous avez annulé ou reporté les formations qui étaient prévues. Il y a un peu plus de la moitié d'entre vous quand même qui songent à transformer en fait des dispositifs de formation en 100% distanciel. Et puis il y a un peu plus de 32% donc qui sont déjà en train de convertir les parcours programmés en 100% distanciel. Alors ce qu'on voit là est finalement assez cohérent par rapport à ce qu'on observe auprès de nos clients en ce moment, avec des réalités très différentes. Il y a des environnements, des secteurs dans lesquels clairement la préoccupation du moment c'est pas la formation. Et puis il y a aussi en même temps des environnements dans lesquels on observe une très forte accélération des demandes de transformation des dispositifs en full distanciel. Alors notre intention avec Laure aujourd'hui, ça va être de partager avec vous ce qu'on vit finalement avec nos clients, sachant qu'on est tous confrontés au même enjeu, une situation un peu d'urgence, avec la nécessité de construire des solutions 100% distancielles, à la fois rapides et efficaces pour les utilisateurs. Et l'idée là aujourd'hui, ça va être de partager donc quelques repères, quelques bonnes pratiques, quelques guidelines, mais aussi des points de vigilance relatifs à la mise en œuvre de ce type de dispositif. Et j'aimerais poser tout de suite un point de vigilance, justement, qui est en fait un risque qui est lié au contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. On est donc confronté à un enjeu de rapidité et le risque face à cet enjeu de rapidité, c'est de proposer aux apprenants des solutions qui dégradent l'expérience apprenant. Donc c'est un risque à court terme, bien sûr, en termes d'efficacité des dispositifs et de résultats à atteindre, mais c'est aussi un risque à plus moyen terme, sachant qu'on peut faire le pari que la situation actuelle va accélérer fortement la maturité digitale des organisations en termes de learning, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va probablement également renforcer cette logique full distancielle. Et le risque aujourd'hui, c'est de compromettre l'appétence en fait des collaborateurs à s'engager, à s'investir dans ce type de dispositif à travers des solutions qui seraient trop dégradées et avec une difficulté du coup demain en termes de mobilisation et d'engagement des personnes dans ce type de dispositif. Alors, on insiste un peu là-dessus parce que en matière de formation full distancielle, 100% distancielle, la rapidité d'exécution est peu compatible avec l'improvisation. Et ce qu'on va partager là pour le coup avec vous aujourd'hui, c'est pas seulement le fruit d'observations que l'on porte sur les 3 dernières semaines de confinement, c'est d'abord le fruit des retours d'expérience sur la base d'une histoire qui a démarré il y a une vingtaine d'années en termes de formation en distance à la Ségos, avec les premiers modules e-learning qui avaient été produits en 2000, les premières classes virtuelles qui ont été développées en 2008, et aujourd'hui c'est plusieurs milliers de stagiaires qui sont formés toutes les semaines en formation à distance, aussi bien en France qu'à l'international avec nos filiales. Alors ce que je vous disais en introduction, c'est que le constat, c'est qu'on observe donc une accélération très forte des demandes de transformation en fait des dispositifs en 100% distanciel. Si on qualifie un peu plus précisément ces demandes, qu'est-ce qu'on observe? On observe 4 types de demandes. La première, elle consiste à convertir en fait d'existence, c'est-à-dire convertir en 100% à distance des formations soit présentielles ou blended qui étaient programmées sur la période. Aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ça représente une quinzaine de projets là, qui sont développés depuis les 2 dernières semaines et sur des champs de compétences assez divers. Il y a des projets de management, il y a des projets de management de projet, il y a aussi des projets de performance commerciale.
Puis on a aussi des demandes, et je vais laisser Laure les éclairer, celles-là, des demandes qui visent à répondre à des enjeux vraiment très spécifiques au contexte et au moment que l'on vit ensemble en ce moment avec cette période de confinement qui induit notamment du télétravail. Alors, dès le début du confinement, nous avons mis à disposition gratuitement sur le site segos.fr 3 modules e-learning. Et en fait, on se rend compte assez vite, au vu du nombre de téléchargements, quelles sont les préoccupations actuelles. Donc évidemment, la première des préoccupations, c'est gérer le télétravail. La deuxième, et je pense qu'on le ressent tous plus ou moins, c'est gérer son stress. Et puis, il y a aussi beaucoup d'intérêt pour animer les réunions à distance. Ça, ce sont donc des modules que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site pour vous aider dans vos pratiques et aider vos collaborateurs. On s'aperçoit aussi qu'il y a un effet de saisonnalité, puisqu'on a aussi pas mal de demandes sur les entretiens annuels, puisque traditionnellement, le début d'année concerne ces entretiens annuels. Voilà pour les demandes qui sont liées au contexte que nous vivons aujourd'hui. Il y a aussi on voit aussi des entreprises en fait qui profitent du moment pour préparer l'avenir en fait en développant des compétences qui seront utiles et nécessaires demain. Aujourd'hui même, là, on engage un projet important auprès d'un grand groupe pharmaceutique sur des compétences commerciales, sur 3 compétences commerciales. Et le projet consiste à délivrer sur l'ensemble du mois d'avril jusqu'à la première semaine de mai un ensemble de modules avec une alternance en fait entre des modules e-learning et des classes virtuelles à raison de 3 classes virtuelles 3 jours par semaine, et ce donc jusqu'à la première semaine du mois d'avril. Et puis on a aussi bien sûr là de plus en plus en l'occurrence de projets qui consistent à développer les compétences des formateurs internes, qu'il s'agisse de formateurs permanents ou de formateurs occasionnels, sur justement la capacité à délivrer des solutions 100% distancielles et avec une intensité particulière sur l'animation des classes virtuelles. Alors on voit à travers ces demandes qu'on est sur des sujets qui sont finalement très conjoncturels, et en même temps, encore une fois, les solutions qu'on va délivrer aujourd'hui, elles vont poser une empreinte qui peut conditionner la suite en termes d'appétence à se former en full distanciel. Et par ailleurs, il y a bien sûr un enjeu d'efficacité, même si on est dans une situation, encore une fois, d'urgence. Alors quand on parle d'efficacité, la question c'est pas seulement de délivrer du contenu, des éléments de contenu de formation. Il s'agit bien pour nous de transformer des pratiques, des postures, des gestes professionnels en situation de travail. Et par rapport à cet enjeu de transformation des compétences opérationnelles, on a posé depuis plusieurs années maintenant un learning model qui s'appelle For Real, qui rassemble plusieurs attributs que Laure va nous exposer là dans un instant. Et il se trouve que ces attributs sont particulièrement importants et déterminants, a fortiori lorsqu'on est sur des logiques 100% distancielles. Donc Laure, la question en fait c'est qu'est-ce qui marche lorsqu'on doit développer des solutions 100% à distance? Alors, c'est la grande question, surtout en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne? Que ce soit en digital ou en présentiel, notre enjeu commun reste le même, c'est-à-dire transformer réellement et durablement des pratiques et des gestes professionnels. Comme l'a dit Christophe, le fruit de nos expériences depuis de nombreuses années nous amène à poser 6-5 attributs essentiels pour nos formations. Le premier, et il est un petit peu à part parce qu'il est loin devant, ce sont les interactions humaines avec le groupe, avec le formateur et entre les membres du groupe. C'est essentiel pour Segos et ça fait partie de notre ADN. Nous avons d'ailleurs développé et customisé de nombreuses fonctionnalités pour favoriser ces interactions en digital, que ce soit la classe virtuelle, que ce soit les forums, les chats, les outils collaboratifs. Parce que, et c'est vrai que ça peut être banal pour nous, mais on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le mot phare du digital. C'est essentiel pour amorcer, engager la dynamique d'apprentissage. Il faut stimuler et donner envie. Donc, c'est soit par des communications en amont internes, ça peut être aussi par des éléments de teasing comme de la vidéo. On peut aussi utiliser des autodiagnostics qui permettent de positionner les apprenants.
Bon, ensuite, nous avons l'entraînement. C'est la base de notre métier d'entraîner les personnes à changer leur pratique. Nous avons énormément de modalités qui entraînent les personnes pour nous amener à la transposition. Transformées en digital, les modalités de transposition permettent d'utiliser et d'appliquer les savoirs au plus proche des situations professionnelles. Deux exemples. Par exemple, le dossier de preuve. Donc, le dossier de preuve consiste à répondre à une demande du formateur et de poster cette preuve, que ce soit une vidéo ou un texte, de poster cette preuve sur un réseau social, par exemple. Une autre modalité de transposition est ce qu'on appelle les prac-tips. Par exemple, les prac-tips, ce sont des mini-défis qui arrivent tous les 2 ou 3 jours. Et petit à petit, en réalisant ces mini-défis, on acquiert de plus en plus la compétence et on sait la transférer dans son environnement de travail. Voici nos 5 grands attributs qui pour nous sont importants, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Mais finalement, en distanciel, c'est encore plus important parce que la personne est seule derrière son écran, donc il faut vraiment pouvoir apporter ces 5 attributs. Alors on verra un peu plus tard comment ces principes en fait et ces attributs se tangibilisent à travers quelques illustrations de dispositifs qui ont été convertis en 100% distanciel. Juste avant peut-être quand même si on revient sur notre enjeu commun du moment, qui est donc comment convertir et créer rapidement et efficacement des formations 100% à distance. Là, ce qu'on vous propose, c'est de partager d'une part sur 3 scénarios de conversion que l'on est en train de mettre en œuvre en fait en ce moment chez nos clients et avec nos clients surtout, et puis 4 conseils opérationnels, 4 points d'attention en termes d'efficacité des dispositifs et d'expérience apprenant. Alors le premier scénario de conversion, le premier scénario pardon de conversion, il consiste à convertir des dates qui sont planifiées, programmées, en parcours de classe virtuelle. Là, on a pris un exemple qui porte sur une formation de formateur en comment intégrer le digital dans votre pédagogie. Et il va de soi que la logique est transposable sur différents champs de compétences. Ça peut être sur du management, ça peut être sur du projet, ça peut être sur du commercial ou toute autre compétence à adresser. La situation initiale ici, on avait 2 jours de présentiel. C'était un blended en fait, avec 2 jours de présentiel à des dates donc planifiées. Ces 2 jours ont été convertis en un parcours de 12 heures, 100% digital, avec une alternance de classes virtuelles, d'activités individuelles d'entraînement, ça peut être aussi des activités collectives d'entraînement, et puis le lendemain, une nouvelle classe virtuelle pour débriefer des activités qui ont été conduites la veille, apporter des contenus supplémentaires, engager de nouvelles activités d'entraînement, et on termine par une certification là, qui se matérialise par, alors non pas un simple quiz de connaissances, mais par un questionnaire en ligne qui s'appuie sur une quarantaine en fait de situations professionnelles à adresser par le participant, plus un programme de renforcement derrière avec les practices qu'évoquait Laure il y a quelques instants. Donc ça c'est le premier scénario. L'avantage qu'il présente, c'est d'abord la disponibilité des participants, puisque les dates ont été planifiées, les participants ont déjà été invités à cette formation, donc c'est bien sûr un gain de temps en termes de tâches de planification. L'inconvénient, même s'il est relatif, mais il peut y avoir un inconvénient en termes de niveau de concentration et d'agilité digitale de la part tant du formateur que de la part des participants, et ça nécessite en tout cas de la part du formateur, de bien maîtriser les protocoles d'animation des classes virtuelles sur lesquels on reviendra un peu plus tard. Un deuxième scénario donc un peu différent. Alors là, on avait toujours, c'est le même principe, il y avait des formations qui étaient programmées et planifiées. Là, plutôt que de réutiliser les plages de temps programmées, je vais juste prendre le temps de fermer quelque chose. Plutôt que de réutiliser les plages de temps qui étaient planifiées, là on crée un parcours de classe virtuelle qui va être distribué dans le temps.
Là, vous avez un exemple qui porte sur concevoir et animer des classes virtuelles avec plusieurs étapes. D'abord, ça a été développé chez un opérateur de la téléphonie avec la prise en main d'un outil, un travail de pré-work et une alternance de classes virtuelles. Une première classe virtuelle pour intégrer des principes fondamentaux de la conception et de l'animation de classes virtuelles. À partir de cette première classe virtuelle, les participants choisissent un cas concret en fait d'application et de transposition donc en situation de travail. En intersession, ils vont travailler sur la conception de leur classe virtuelle. Lors de la deuxième classe virtuelle, on va pouvoir débriefer et faire un feedback sur la base des travaux qui ont été engagés en intersession, apporter des éléments complémentaires qui portent cette fois-ci sur l'animation d'une classe virtuelle. Dans l'intersession, les gens vont être invités à animer une séquence qu'ils auront définie auparavant, une séquence d'une classe virtuelle qui fera l'objet, lors de la dernière étape, d'un débriefing avec le consultant et avec les pairs, et en partageant notamment les résultats finaux avec les enregistrements de classes virtuelles qu'ils auront pu opérer en intersession. Alors l'avantage de ce deuxième scénario, c'est dans la mesure où on s'inscrit dans le temps, en l'occurrence ici c'est 4 semaines, bien sûr ça favorise l'ancrage des pratiques et ça donne davantage de poids à la transposition on the job. Et puis un deuxième avantage, et ça c'est important, la distribution dans le temps, on dit souvent il faut du temps pour que les choses rentrent dans les muscles. La principale vertu de ce scénario-là, c'est de donner du temps au temps et de distribuer l'apprentissage sur la durée. Il y a un autre avantage qui est un avantage de planification, puisque là, tout simplement, ça nous permet de programmer un groupe le matin et un groupe l'après-midi. Après, il y a un petit inconvénient qu'il faut gérer. Il est plutôt organisationnel celui-là, puisque ça nécessite un temps et un coût de planification évidemment beaucoup plus important. On a un troisième scénario, et je vais laisser Laure l'exposer là, puisqu'il s'appuie sur une toute autre logique, qui elle consiste à substituer en fait les formations qui étaient prévues initialement par des solutions packagées et éprouvées. Donc, comme Christophe vient de le dire, le troisième scénario, c'est de substituer la formation que vous aviez prévue par une solution packagée, que ce soit en inter ou en intra. Alors, même si ça ne couvre pas 100% du programme que vous vouliez faire, ça permet une très grande rapidité et facilité de déploiement. Donc, en ce sens, nous, Segos, on vous propose 3 collections différentes, en 100% distanciel, qui répondent chacune à des besoins bien précis. La première, c'est le 3 heures chrono. Donc 3 heures, comme son nom l'indique, c'est une classe virtuelle de 3 heures. Il y a eu des questions lors de ce chat concernant la durée d'un 3 heures chrono. Est-ce que ce serait pas trop long pour l'apprenant? En fait, tout l'enjeu là, c'est de bien alterner les modalités et les exercices qui sont proposés. Donc par exemple, dans le 3 heures chrono, la première heure est attribuée à la méthode, la deuxième à l'entraînement où le formateur est toujours disponible pour répondre aux questions, et puis la dernière heure est attribuée au partage. Donc ça fonctionne très bien, ça fait 5 ans que nous avons cette offre 3 heures chrono. Elles permettent d'acquérir sur ce temps assez court une mini-compétence bien focalisée. Bien sûr, on ne va pas apprendre un métier en 3 heures chrono. Par exemple, gérer sa boîte mail ou par exemple, prendre en main l'outil OneNote. C'est vraiment très adapté pour ça. Il existe aujourd'hui 34 références qui couvrent une quinzaine de thématiques différentes. Par exemple, l'efficacité professionnelle, la bureautique. Il y en a en vente et négo, en web marketing sur les réseaux sociaux. La deuxième collection que nous vous proposons, c'est Full Digital. C'est une toute nouvelle collection. Nous venons de la lancer pour faire face à cette nouvelle donne, et ça c'est pour vous prouver que c'est réalisable très rapidement. Nous avons appliqué le scénario 1 qu'a présenté Christophe précédemment. Cette collection de 26 titres pour le moment répond aux besoins les plus importants des entreprises, comme le projet, management, finance. Elles sont majoritairement certifiantes et éligibles au CPF. Alors, les parcours durent 12 heures, étalés sur 2 jours. Ça démarre par une classe virtuelle de 3 heures et ça termine, le deuxième jour, par une deuxième classe virtuelle de 3 heures. Entre ces 2 classes virtuelles et après la deuxième classe virtuelle, il y a donc des activités d'entraînement, de transposition, ainsi que du travail personnel.
Enfin, notre troisième collection s'appelle la collection Up. Elle est composée de 12 titres. Les parcours durent 4 heures, mais eux sont étendus sur 6 semaines. Ils sont également tous certifiants et éligibles au CPF. En fait, cette collection diffère de la collection Full Digital par sa temporalité, puisque c'est étalé sur 6 semaines. Le deuxième avantage de cette collection, c'est qu'elle est hautement personnalisable, puisque dans ces parcours, les apprenants sont amenés à sélectionner des modalités en fonction de leurs besoins et de leur niveau. Ces offres vont continuer de s'enrichir au fil des semaines qui viennent, et vous pourrez trouver très facilement ces 3 collections 100% digitales sur le site segos.fr, en homepage, et là vous voyez, nous avons créé un bouton d'accès direct en jaune avec les 3 collections pour vous faciliter la recherche. Alors, Laure l'a dit, hein, l'avantage principal de ce troisième scénario, c'est évidemment la facilité, la rapidité d'exécution, puisque ça ne nécessite pas d'ingénierie particulière. Et là, on peut s'appuyer sur des solutions qui sont déjà éprouvées. Hein. Après, il peut y avoir un inconvénient, on peut le dire aussi, hein, c'est qu'on n'est pas certain qu'entre ce qui était prévu initialement dans la formation programmée et les solutions packagées, il y a une couverture à 100% des objectifs pédagogiques visés. Alors je sais que quelqu'un posait la question, là je l'ai vu tout à l'heure, quel est le meilleur scénario dans tout ça? Donc dans l'absolu, en fait, il n'y a pas un scénario meilleur qu'un autre. Hein, c'est simplement une question d'arbitrage au regard d'un contexte et d'une situation. Après, ce qu'on observe là concrètement quand on regarde ce qui se passe depuis 2-3 semaines, c'est que les scénarios les plus utilisés aujourd'hui, c'est le scénario 1, donc qui consiste à convertir en parcours de classe virtuelle des formations dans l'espace-temps qui étaient déjà programmées, et puis le scénario 3 qui vient d'être exposé par Laure. Maintenant, je pense que c'est assez conjoncturel, et en aucun cas, à nos yeux en tout cas, ça disqualifie la pertinence du deuxième scénario qui consiste à délivrer des apprentissages dans la durée. Alors, en termes de conseils opérationnels maintenant et de repères opérationnels, de points d'attention, un premier conseil, mais on l'a déjà finalement un petit peu évoqué, hein, c'est vraiment d'alterner les modalités. C'est un principe qui est déjà évident sur la formation des adultes, et ça devient encore plus crucial lorsqu'on est sur des logiques full distancielles. Donc l'enjeu, hein, c'est d'alterner vraiment différentes modalités d'apprentissage. On a vu dans les exemples qu'on a partagés, il y a du pré-work, il y a des études de cas, il peut y avoir aussi des discussions embarquées sur des forums, de l'activité asynchrone avec la mise à disposition de différentes ressources, hein, qui peuvent être des job aids, qui peuvent être également des modules e-learning sur mesure ou des modules e-learning sur étagère. Les activités de transposition qui consistent à transposer on the job ce qui est appris pendant la formation, on en a déjà beaucoup parlé, puis des programmes de renforcement qui peuvent venir compléter le dispositif d'apprentissage. Je rajouterai à ça, on l'a pas noté là, mais une petite modalité toute simple, mais qui est très vertueuse en termes d'engagement des participants, c'est ce qu'on appelle les welcome conf. Donc on met beaucoup ça en place sur les dispositifs sur mesure notamment. C'est 30 minutes de conf introductive du parcours, lors de laquelle les participants sont éclairés sur ce qu'ils vont vivre en fait durant leur parcours d'apprentissage, et c'est l'occasion de passer commande en quelque sorte d'un premier travail à engager avant, par exemple, une première classe virtuelle. Très efficace en termes d'engagement des participants. Alors le deuxième conseil porte sur les outils. Évidemment, la question de l'outil est importante, et je vois qu'il y a beaucoup de questions hein, sur c'est quoi les outils les plus adaptés, les mieux adaptés. En tout cas, c'est pas les solutions qui manquent. On va pas les présenter de manière exhaustive ici. Je vous invite quand même, il y a la FFP qui vient de sortir un guide qui est très bien instruit et qui pose le panorama en fait de tous les outils qui sont disponibles sur le marché en termes de formation à distance. Pour ce qui concerne spécifiquement les classes virtuelles, chez Segos, on a fait le choix de travailler sous Adobe Connect
pour les formations packagées en inter-entreprise et en intra-packagé. C'est un outil pourquoi ce choix? Parce que c'est un outil qui a été conçu spécifiquement pour l'animation de classes virtuelles. Après, sur les programmes sur mesure, on est assez agnostique en fait par rapport aux outils. L'enjeu pour nous, c'est surtout de rentrer et nous adapter à l'environnement client. Et là, on a des projets qui utilisent Teams, par exemple, en classe virtuelle, d'autres WebEx, certains Adobe Connect également, d'autres Jitsi Meet. Enfin, il y a plein d'outils disponibles qui, à la base, sont pas nécessairement des outils de classe virtuelle, mais plutôt des outils de réunion, mais qui présentent des fonctionnalités intéressantes et suffisantes pour créer une interactivité intéressante en termes d'apprentissage. Après, il y a une question de test, évidemment. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. On peut pas tester à l'échelle ce genre de dispositif en faisant un test auprès de 500 personnes. Et lorsqu'on déploie des classes virtuelles ou ce genre de modalités auprès de 10-15 personnes, c'est très facile de tester la pertinence de l'outil. Et quand on parle de test, on teste en fait l'intégralité du cycle, qui va de l'invitation des participants, en s'assurant par exemple, chose toute bête, que les invitations ne partent pas dans les boîtes, dans les spams. Et puis on teste également des prototypes de classes virtuelles en termes de facilité de connexion, de facilité d'accès, de qualité de vidéo embarquée, de qualité d'image et de son, etc., etc. Donc évidemment le test fait partie des pratiques importantes lorsqu'on veut déployer des programmes en 100% distanciel. Et le troisième conseil, il porte spécifiquement sur les classes virtuelles, avec un enjeu particulier qui est de scénariser les classes virtuelles. On le sait, l'effort de concentration à distance est quand même beaucoup plus élevé qu'en présentiel. Et ça suppose quelques bonnes pratiques d'animation qu'on a modélisées à travers une approche qui s'appelle Live, Live pour lien, immersion, émotion, valeur. Et cette approche, en fait, elle rassemble plusieurs pratiques, plusieurs principes, tels que par exemple favoriser l'interaction permanente, proposer des activités différentes toutes les 3 minutes, animer comme à la radio, intégrer également et embarquer des médias vidéo dans la classe virtuelle. On peut aussi embarquer des outils d'interactivité de type Kahoot par exemple, et puis favoriser l'expression des émotions. Alors, quelle que soit l'approche, en fait, l'enjeu, là, c'est vraiment de prendre soin à apporter, il y a un soin important à apporter au scénario de la classe virtuelle, donc ça s'écrit vraiment, il y a un script détaillé à écrire de manière précise, et qui doit garantir un déroulement, en fait, très rythmé, parce que ça ne peut fonctionner que si on est sur une logique très rythmée. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce point spécifique des classes virtuelles, je vous invite à aller sur le blog de la formation professionnelle. On vous a mis un lien en visuel. Et il y a notre collègue Mathilde Bourda qui a publié plein de choses super utiles et super pratiques sur cette question de la conception et de l'animation des classes virtuelles. Le quatrième conseil, alors, il est assez basique et en même temps il est important, c'est de préparer et engager les participants évidemment dans ce type de dispositif. Là, on partage avec vous un petit visuel qu'on utilise sur quelques-uns de nos parcours, avec un enjeu des précautions particulières à prendre en amont de la formation, quelques jours avant. En termes d'environnement technique, en termes de matériel, et puis quelques précautions le jour J, tant sur le plan de l'environnement de travail. Alors là on dit j'ai prévenu mes collègues, en ce moment c'est peut-être pas les collègues qu'il faut prévenir, c'est les enfants ou le mari ou l'épouse, mais ça revient au même. Et puis il y a aussi quelques conseils en termes de comportement en fait et de posture à avoir durant ce type d'interaction en classe virtuelle. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Alors ce que je voulais vous dire en conclusion, c'est que
Évidemment, on est dans un moment très particulier dont on serait évidemment bien passé, avec beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, je voudrais partager trois certitudes quand même dans ce moment incertain. La première certitude, c'est que l'enjeu compétence, qui est stratégique aujourd'hui pour les entreprises, du fait de l'impact notamment des grandes transformations et en particulier la transformation digitale, de l'impact de ces transformations sur les emplois, les métiers, l'enjeu compétence est stratégique et restera stratégique, hein, quoi qu'il arrive après cette crise sanitaire. Après, la deuxième certitude, c'est que les stratégies d'apprentissage vont certainement évoluer. Il y a un mouvement qui était déjà amorcé avant le coronavirus. La probabilité est très forte que ce mouvement s'accélère encore avec un renforcement des logiques full digitales à l'avenir. Et la troisième certitude, c'est que les solutions qu'on va poser maintenant vont aussi conditionner l'avenir, hein, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, d'où la nécessité d'apporter un grand soin à ce qui est développé en formation 100% distancielle, tout en agissant rapidement, puisque l'enjeu du moment, c'est d'agir très rapidement sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va prendre le temps avec Laure de répondre à quelques questions qui sont apparues tout au long de ce webinaire. Je sais qu'il y avait une première question qui revenait à plusieurs reprises hein, sur les 3 heures chrono. Est-ce que c'est pas trop long? Je sais que Laure qui a répondu, qui a déjà répondu tout à l'heure. Oui, vous avez été nombreux à réagir sur la longueur de 3 heures de classe virtuelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 3 heures chrono, ça fait quelques années qu'on les pratique. La bonne réponse, j'ai envie de dire, c'est l'alternance des modalités. Comme on a pu en parler, il faut vraiment maintenir l'attention en changeant les modalités, que ce soit des modalités, on peut utiliser aussi des modalités digitales d'interaction, de jeu, ou même des modalités asynchrones qu'on peut faire jouer pendant la classe virtuelle. Donc c'est l'alternance de modalités. Une autre question qui est revenue souvent, c'était vous vouliez savoir un exemple de modèle de transposition, de modalité de transposition. Par exemple, concrètement, c'est ce qu'on appelle le dossier de preuve. Un dossier de preuve, c'est quelque chose qu'on poste. Eh bien, par exemple, dans la formation de formateur digital, ils doivent acquérir les bases pour écrire un scénario de vidéo. Eh bien, la preuve qu'ils vont poster et qui montre qu'ils ont acquis ce savoir-faire, c'est eux-mêmes poster une vidéo de ce scénario vidéo. Une autre question qui est revenue beaucoup, c'était pourquoi tant d'anglicismes dans les mots que nous avons employés, et notamment chez Segos. Alors, c'est pas que pour faire anglais, mais il se trouve que Segos est un groupe international. Nous avons beaucoup de pays, nous sommes présents dans beaucoup de pays, et quand on travaille sur une nouvelle collection, eh bien c'est beaucoup plus simple de la nommer directement en anglais, puisque c'est la langue internationale de notre groupe. Une quatrième et dernière question, c'était autour du nombre, un peu le nombre d'heures dans les classes virtuelles. Vous nous avez demandé beaucoup de recommandations. D'une manière générale, nous on pense que ce nombre d'heures, il est plutôt entre 8 et 12 participants. Parce qu'on l'a vu, hein, il faut maintenir l'attention, il faut pouvoir rythmer et alterner les modalités, donc on ne peut pas le faire dans un très grand groupe. Voilà, j'espère qu'on aura répondu à beaucoup de vos interrogations quand vous êtes venus. Nous vous remercions d'être venus si nombreux et on voulait vous dire que Segos, qui vous accompagne depuis longtemps, par beau temps, vous accompagne aussi dans des temps plus difficiles, que ce soit pour créer avec vous des nouveaux parcours digitaux à partir de vos problématiques ou adapter des parcours existants en convertissant au plus efficace. En fonction de vos besoins et de vos enjeux, on peut aussi proposer et mettre à disposition des solutions full digitales. Dont on vous a parlé. Et comme on a pu le dire, beaucoup de ces formations sont certifiantes et éligibles CPF. Et nous, on se dit que dans ces temps un peu inédits, dirons-nous, il y a peut-être une opportunité pour vos équipes et pour nous-mêmes d'ailleurs d'aller se former avec le compte personnel de formation. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Nous vous remercions, Christophe et moi. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut.